Ça entend déjà. Les événements de 1915 constituent un abcès de fixation permanente, transformé au cours des décennies en une plaie béante, à une ulcération maligne que le monde, civilisé ou pas, n'a jamais su traiter selon les règles des peuples dignes de qualificatives humaines, et qui constitue, après un siècle, un fardeau difficilement supportable pour les survivants et leurs descendants. Les différentes contributions de ces colloques vont s'occuper avant tout des sujets classiques découlant de la notion du devoir de mémoire. Par contre, dans ma brève introduction, j'aimerais mettre l'accent sur quelques problèmes qui ont été moins souvent traités dans la littérature en soi abondant et sur certaines questions d'actualité brûlante qui, depuis un an à peu près, font réapparaître en filigrane des futurs génocides possibles, souvent sur une échelle variable. Ainsi, l'extermination actuelle par l'OEI de quelques tribus et villages chrétiens en Syrie et en Irak n'est programmée que pour quelques centaines ou milliers de personnes, mais qui correspondent à la totalité d'une population survivante, car le Daesh veut faire disparaître dans son califat toute trace de déviationnisme religieux. Voir les détails historiques de cette agression traditionnelle et permanente dans Valognes, Vie et mort des chrétiens d'Orient, des origines à nos jours, publié en 1994 chez Fayard. Je me permets de dire que les Arméniens étaient des chrétiens d'Orient. Malheureusement, dans ces contextes, le monde fondamentalement lâche et peu courageux n'ose pas avouer la réalité et ainsi nous devons craindre, à l'instar de ce qui est arrivé aux Arméniens, aux Israélites, aux Sinti et aux Tutsis, que nous aurons encore l'occasion de nous souvenir de l'extermination des populations, groupes ethniques ou religieux, ou de certaines tribus africaines, voire l'activité de Boko Haram. Concernant concrètement le génocide arménien, je vous propose ici une brève analyse historiquement inusitée, car inspirée de matérialisme dialectique cher à Karl Marx. Arrivant au XVIe et XVIIe siècle, au fait de son pouvoir, l'Empire ottoman a commencé à décliner au début du XVIIIe siècle, après avoir été expulsé du bassin des Carpates en 1699, et le mastodonte géant, qui est devenu l'empire de Soliman le Magnifique, a perdu sa cohérence intérieure, son avance technique militaire qu'on oublie souvent, et au cours du XVIIIe et XIXe siècle, a totalement raté la grande révolution industrielle et technique et le passage d'un féodalisme primaire vers une société moderne, restant ainsi deux périodes d'évolution derrière l'Europe civilisée, n'ayant pas encore quitté entièrement l'esclavagisme. Le niveau de vie général a baissé et la population a sombré de plus en plus dans une précarité institutionnalisée. Cette période correspond par ailleurs à la perte de plusieurs Sandjaks, provinces européennes dans les Balkans, qui sont devenus des États indépendants. La Grèce, la Serbie, la Roumanie et la Bulgarie, successivement à partir de 1830 jusqu'en 1877. L'œuvre de décomposition et de la crise économique a été achevée par les deux guerres balkaniques précédant juste la Première Guerre mondiale. Dans cette situation de détresse économique, sociétale, politique et militaire, il ne restait aux responsables turcs qu'à se rabattre sur un bouc émissaire institutionnalisé qu'on pouvait rendre responsable de tous les maux de pays en décomposition. La connotation extrémiste musulman aidant, on a ciblé une population dont la religion, la façon de vivre et la conception du travail ont contrasté avec les paramètres identiques des autochtones. Le reste n'était qu'une organisation administrative et militaire dont s'est inspiré par ailleurs
25 ans après, un certain Adolf Hitler, qui a déclaré de sa part après 1920, au même titre, la population juive allemande et mondiale responsable de tous les maux qui ont frappé l'Allemagne à l'issue de la Première Guerre mondiale. Donc, si nous voulons éviter la répétition de pareilles situations, nous devons garder notre mémoire historique objective et soutenir au sein des régimes et des peuples responsables ceux qui sont capables de tendre la main dans l'amitié aux anciennes victimes et leurs descendants et traitent tous les ressortissants sur base égalitaire avant d'exiger, sur quelle base, je me demande, l'intégration européenne. Il ne reste à la Turquie d'aujourd'hui qu'à s'inspirer de l'exemple de l'Allemagne fédérale qui a su, en 2 générations, résoudre globalement le problème des relations entre anciens bourreaux et victimes, même si l'ancien DDR a refusé, au nom de socialisme à la sauce soviétique, cette voie avec obstination pendant 45 ans. J'espère que notre colloque va y contribuer parce qu'après analyser ce qui est arrivé il y a 100 ans et les conséquences, il faudrait quand même ouvrir les yeux sur l'avenir et voir comment nous pouvons vivre ensemble dans les conditions, pas comme aujourd'hui, parce que ce qui est aujourd'hui en Europe, c'est un caricatural grâce à beaucoup d'autres facteurs, mais ça dépasserait ici une introduction à ce sujet. Donc, espérons que le matériel de ce colloque va contribuer intellectuellement à une évolution favorable des humanistes et de leur esprit de tous les bords. Merci pour votre attention. Maintenant, je passe la parole au maître Michael Noborian, ancien président du comité des Arméniens de Belgique. Mesdames et messieurs, en 1918 a pris fin la Grande Guerre. Sur le front oriental, l'Empire britannique et la France ont vaincu l'Empire ottoman et ses alliés. Le sultan a été vaincu, mais la Turquie n'a pas perdu la guerre. On sait que 10 ans plus tôt, les nationalistes jeunes turcs ont pris le pouvoir à Constantinople. Désormais, il ne faisait plus de doute que l'Empire ottoman était celui des Turcs. À tel point que dès les premiers massacres d'Arméniens en 1915, c'est la Turquie et non l'Empire ottoman que les puissances dénoncent comme auteur de ce nouveau crime contre l'humanité, et que ce sont les dirigeants turcs que les puissances tiennent pour personnellement responsables. Si les grandes puissances n'ont pu empêcher la Turquie d'exterminer les Arméniens à la faveur de la guerre, et avec l'aide de l'Allemagne, elles se sont engagées à punir les violations du droit international. Au lendemain de la guerre, il y eut dans l'Empire ottoman des procès et des condamnations. Les principaux génocidaires avaient pu fuir à temps grâce à l'aide des Allemands. À leur égard, les condamnations furent donc prononcées par contumace. Parallèlement, parurent les premières études historiques. La justice était en marche. Elle aboutit à la signature le 10 août 1920 d'un traité de paix entre les vainqueurs et l'Empire ottoman. Le traité de Sèvres accorda aux Arméniens d'importantes réparations, notamment territoriales. Mais ce traité ne fut pas ratifié. Les Alliés s'étaient souciés de mettre l'Allemagne à genoux, mais n'avaient guère les moyens de faire de même en Turquie. Déjà, lors de la longue bataille des Dardanelles, ils ne voulaient ou ne pouvaient distraire du front occidental des forces terrestres suffisantes pour forcer la décision contre les jeunes Turcs. Ceux-ci avaient bien jaugé les puissances occupantes, de sorte que les jeunes Turcs avaient pu sans réelle difficulté remettre debout leur armée
et confié celle-ci à un chef auréolé de gloire, Mustafa Kemal, avec mission de libérer le territoire national. Du côté des Alliés, les opinions étaient lasses de la guerre. L'Orient était loin. Les Américains étaient retournés à la doctrine isolationniste et surtout, une priorité nouvelle s'était imposée, faire barrage au danger bolchevique. Un nouveau traité fut signé à Lausanne, le 24 juillet 1923, le traité de la honte. Fini la punition des Turcs, fini les réparations, oubliez la justice. La Turquie était blanchie. Les Arméniens, les Assyriens et les autres chrétiens exterminés étaient sacrifiés. La page de ce premier génocide perpétré sous les yeux des Européens était définitivement tournée. 3 mois plus tard fut proclamée la République de Turquie. L'annulation des jugements prononcés en 1919 et 1920 sera une de ses premières décisions. Le succès des jeunes Turcs était complet. Désormais, le monde veut oublier. La Turquie devient un pays ami, un débouché, un allié face au bloc soviétique. Les Arméniens en sont réduits à ravaler leur impossible deuil. Le travail historique sur les événements, lui aussi, s'éteint. En Turquie, on efface les dernières traces, on change les noms, on détruit les archives compromettantes, on réécrit l'histoire. Après le génocide vint donc le crime de silence, comme l'a nommé Bertrand Russell. Et celui-là n'était pas la faute des Turcs. Si un siècle après le génocide, le sujet, au dire d'observateurs politiques belges, est brûlant, si aujourd'hui, même timidement, le monde a rompu le silence et montre du doigt une Turquie dont le négationnisme trahit la culpabilité, c'est que la vérité demeurait enfouie dans la mémoire des rescapés et que certains n'ont pu se résoudre à emporter leur douloureux secret dans la tombe. Alors que les derniers survivants disparaissaient en diaspora, un sentiment d'urgence sembla saisir la 3e génération, qui s'embrasa d'autant mieux lorsqu'elle apprit en 1974 que la Turquie intervenait à l'ONU pour faire biffer la référence au génocide dans un rapport d'experts en matière de droits de l'homme. Une vague se souleva qui s'en prit d'abord au crime de silence, puis au négationnisme d'État. La reconnaissance des faits réveilla alors l'intérêt des historiens pour la matière. La vérité retrouve aujourd'hui peu à peu ses droits, mais qu'on ne s'y trompe pas. Les Arméniens n'attendent pas qu'on les plaigne, que l'on s'apitoie avec compassion sur leur sort. Ce qu'ils veulent, c'est que la justice soit faite du crime de la Turquie parce que c'est la justice, et qu'il ne peut y avoir d'ordre et de paix qui tiennent sans la sanction des crimes, surtout les plus graves. La justice ne fera probablement pas encore son œuvre au cours de cette année 2015, mais cette fois, elle est bien en marche. La résurrection du peuple assassiné n'a tenu qu'à un fil, celui de la mémoire des rescapés. L'historien et le juriste ont pu enfin prendre le relais. C'est vous dire combien le militant que je suis apprécie l'initiative de réunir des experts du plus haut niveau pour travailler sur la mémoire arménienne prise par l'association Mémoire d'Auschwitz, et l'honneur qu'elle me fait de m'accorder ici la parole. J'en remercie son président, ses administrateurs et son directeur.
Mes remerciements vont aussi à l'Académie royale de médecine de Belgique, qui a bien voulu ouvrir à ce colloque le temple belge de l'excellence. L'occasion m'est ainsi donnée de saluer ici le corps médical belge, qui depuis le tremblement de terre qui ravagea l'Arménie en 1988, a fait preuve d'une exceptionnelle solidarité envers les victimes du séisme et continue de soutenir le réseau hospitalier comme la formation du corps médical d'Arménie. L'occasion aussi, avant de laisser la parole à la science, de saluer en particulier le professeur Fruling, qui a bien voulu se rendre plus d'une fois en Arménie à cette fin, n'hésitant pas ainsi à ajouter aux nombreux devoirs de sa charge de secrétaire perpétuel. Merci.